Il me reste un dernier point à évoquer pour clôturer ce cours. Ce dernier point va s'intéresser à la sphère religieuse, autrement dit aux édifices, aux bâtiments religieux que l'on peut rencontrer dans le centre historique de Bruges. Nous avions eu l'occasion de le remarquer lors de l'analyse de cette carte ancienne où nous avions tenté de rechercher les différentes paroisses de la cité médiévale. Nous avons pu remarquer qu'il existe plusieurs sanctuaires dans le centre historique de Bruges. Et nous avons eu l'occasion de rencontrer lors de notre visite de Bruges quelques-uns de ces sanctuaires. Alors je vais commencer par celui qui a peut-être une moins grande importance au niveau de l'architecture. Je veux parler de la basilique du Saint-Sang dont vous avez la représentation ici à l'écran. Alors pourquoi ce bâtiment est-il moins intéressant au niveau de l'histoire architecturale? Eh bien, c'est parce que ce lieu de culte a été retravaillé, réaménagé, restauré, réinterprété durant les siècles qui nous séparent de l'époque médiévale. À l'origine, ce sanctuaire du début du Moyen-Âge, il était érigé en style roman et il a été encore fortement remanié dans la deuxième partie du Moyen-Âge et encore de nos jours, aux alentours du 19e siècle, du début du 20e siècle, cette façade notamment a été lourdement réaménagée. Donc ce bâtiment n'a malheureusement pas su conserver son cachet authentique, si vous voulez. On dira de ce bâtiment qui a été notamment fortement retravaillé au XIXe siècle que c'est un bâtiment néo-gothique, néo pour nouveau. J'aimerais aussi ouvrir une parenthèse concernant l'appellation de ce sanctuaire. Pourquoi appelle-t-on ce sanctuaire la basilique du Saint-Sang? Eh bien, d'après l'histoire, d'après les légendes bibliques, à l'intérieur de cette basilique, vous retrouvez une petite fiole, une petite relique. À l'intérieur de cette fiole, on retrouve du sang. Et dans la croyance religieuse, dans le culte de Bruges, on associe ce sang au sang du Christ qui s'est sacrifié sur la croix. Donc, dans la tradition brugeoise, cette petite fiole de sang a été ramenée de Jérusalem pour être exposée, pour être conservée ici à Bruges. Cette basilique du Saint-Sang, elle se situe sur la place du Burg. Dans votre cours et à l'écran, vous avez une œuvre réalisée par Gérard David, qui, comme Jean Van Eyck, est un autre primitif flamand, un artiste peintre très célèbre de la fin du Moyen-Âge. Vous pouvez constater sur cette peinture de Gérard David plusieurs personnages. Nous avons un personnage central, une dame vêtue d'une longue toge rouge, et cette dame porte dans les bras un jeune enfant, un jeune nourrisson, un jeune bébé. Et vous avez de part et d'autre de ces deux personnages 4 anges qui sont représentés. Le personnage central, c'est en fait la Vierge Marie, la Vierge Mère, et elle porte dans ses bras son fils, le Fils de Dieu, autrement dit Jésus-Christ. Pourquoi vous parlez de cette œuvre? Eh bien parce que l'arrière-plan de cette œuvre est excessivement intéressante. En fait, Gérard David s'est inspiré d'une vue urbaine de son temps pour décorer l'arrière-plan de cette œuvre, et la vue urbaine qui a inspiré Gérard David, le peintre de cette œuvre, c'est la ville de Bruges. Ainsi, vous retrouvez certains bâtiments emblématiques de la ville. Nous avons tout d'abord un détail représentant le Palais Grotius dont nous venons d'évoquer brièvement l'histoire dans la vidéo précédente. Juste à côté du Palais Grotius, nous avons l'église Notre-Dame.
Ce qui est très intéressant avec l'église Notre-Dame dans cette peinture, c'est sa position. En effet, le clocher monumental de cette église se situe juste à proximité de la représentation de la Vierge Marie. Lorsque l'on parle de l'église Notre-Dame, on parle d'un sanctuaire qui célèbre la mémoire de Notre-Dame, autrement dit de la Vierge Marie, de la maman de Jésus-Christ. Vous avez ici une photographie ainsi qu'une reconstitution de l'église Notre-Dame à l'époque médiévale. Ce qui est très intéressant dans ces deux documents, c'est de constater l'ampleur de cette église Notre-Dame et notamment d'apprécier la hauteur vertigineuse du clocher de cet édifice religieux. Nous reverrons dans un autre cours les particularités architecturales de cet édifice érigé en briques brugeoises. Mais on peut ici déjà, grâce à ces deux documents, en apprécier les formes. Petite parenthèse concernant la reconstitution que vous voyez dans le cours et à l'écran. Vous retrouvez quelques pierres tombales, quelques croix qui indiquent que jadis, durant l'époque médiévale, les hommes et les femmes avaient pris l'habitude d'enterrer leurs défunts à proximité d'un lieu de culte. Aujourd'hui, lorsque vous visitez les abords de cette église, vous ne retrouvez plus ces tombes. N'ayez crainte, c'est tout à fait normal. En réalité, durant l'époque médiévale, on aimait enterrer les défunts de la paroisse à proximité directe de l'édifice religieux de l'église paroissiale. Chose que nous avons progressivement abandonnée au XIXe et au début du XXe siècle. Peut-être que vous connaissez certains petits villages pittoresques, peut-être à proximité de chez vous, où vous retrouvez un vieux cimetière jouxtant l'église du village. Ça existait, c'était très à la mode au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, mais ensuite, notamment pour des questions de maladie, pour des questions d'hygiène, nous avons perdu ce rituel funéraire. Et généralement, aujourd'hui, les cimetières sont positionnés dans un endroit, dans un lieu à l'écart du centre-ville. Comme vous pouvez le voir sur ce plan, l'église Notre-Dame, elle se situe à proximité du Palais Grotius. C'est l'impression que nous avons eue en observant la peinture de Gérard David. Et cette église Notre-Dame, elle se situe face à l'hôpital Saint-Jean, un autre édifice important que j'aurai l'occasion de vous présenter dans quelques minutes. Je reviens à la peinture de notre primitif flamand pour analyser toujours l'arrière-plan, mais la partie gauche. On y retrouve la représentation de la cathédrale Saint-Sauveur. Alors la cathédrale Saint-Sauveur, malheureusement lors de notre visite de Bruges, je n'ai pas eu l'occasion de vous y emmener, mais vous avez dans votre cours et dans cette présentation vidéo quelques illustrations vous permettant d'apprécier cet autre sanctuaire très important dans le centre-ville brugeois. Comme pour l'église Notre-Dame, l'artiste Gérard David a essayé de tisser des liens entre la vue de cette cathédrale et l'enfant Jésus protégé dans les bras de sa mère. En effet, à Bruges, lorsque l'on évoque la cathédrale Saint-Sauveur, de quel sauveur parle-t-on ? Eh bien, en fait, on parle de Jésus-Christ. Il y a donc dans la composition picturale un lien entre cet édifice et la figure de l'enfant Jésus. Vous pouvez le voir sur cette reconstitution. Le sanctuaire Saint-Sauveur a évolué durant les siècles. On le voit sur ce document. Jadis, l'église présentait une tour de style roman, une tour plus ancienne érigée durant la première partie du Moyen-Âge. Si nous comparons cette restitution avec l'état actuel du bâtiment, vous le voyez grâce à cette photographie, eh bien, vous pouvez apprécier une évolution de la tour clocher. Alors que le corps du bâtiment, lui, une nouvelle fois, nous le reverrons dans un prochain cours, le corps de ce bâtiment, il est très clairement de style gothique.
donc de la deuxième moitié, voire de la fin du Moyen Âge. La cathédrale Saint-Sauveur, elle est assez proche des édifices que nous avons déjà évoqués précédemment. Je vous en parlais à l'instant, l'hôpital Saint-Jean, ou du moins l'ancien hôpital Saint-Jean, qui a été aujourd'hui reconverti en musée. Les salles de l'ancien hôpital Saint-Jean accueillent en effet plusieurs collections de peintures. Il y a notamment les peintures du célèbre primitif flamand, un autre primitif flamand après Jean Van Eyck et Gérard David. Il s'agit de Hans Memling. Mais plutôt que de nous intéresser à l'état actuel du bâtiment, intéressons-nous à son histoire. L'hôpital Saint-Jean, vous avez ici l'entrée principale de cet édifice qui se situe juste en face de l'église Notre-Dame. Vous retrouvez une nouvelle fois au niveau de ce portique d'entrée des scènes religieuses et vous voyez notamment une magnifique sculpture qui représente une nouvelle fois la Vierge Marie avec l'enfant Jésus-Christ. Extérieurement, on voit, c'est un bâtiment en pierre et principalement en briques érigé en style gothique. Quand on se situe en face de ce portique d'entrée, on a vraiment l'impression d'être face à une église. Mais en fait, ce n'est pas une église, c'est un hôpital. Vous avez sur cette deuxième photographie la vue latérale de cet édifice. Vous voyez la constitution de différentes pièces, de différentes salles qui vont former l'ensemble de cet hôpital. Vous avez ici une reconstitution qui nous montre la cour intérieure de cet édifice. On peut noter, comme sur la photographie précédente, l'existence de différentes salles. À l'intérieur, jadis, l'hôpital Saint-Jean servait, si vous voulez, de lieu d'accueil. Aujourd'hui, il est clair que lorsque l'on parle d'un hôpital, on pense avant tout à un établissement qui va se préoccuper de la santé des gens, qui va tenter de guérir, de soigner les malades. En fait, lorsqu'on parle d'hôpital au Moyen-Âge, il y a une petite nuance à apporter. Durant l'époque médiévale, en vieux français, on ne parle pas d'hôpital, mais on parle plutôt d'hospital. Et dans ce terme ancien d'hospital, on entend un terme actuel, l'hospitalité. En fait, c'est ça, un hôpital à l'époque médiévale, c'est un lieu de rassemblement qui va permettre à des religieuses de soigner les malades, ça vous vous en doutez, mais un hôpital au Moyen-Âge, ça sert également à accueillir les personnes moins fortunées ou par exemple les voyageurs, les vagabonds et à leur garantir un séjour au sein de l'établissement, de leur garantir un peu d'hospitalité. Pensez-y, un hôpital à l'époque médiévale, c'est un lieu de refuge où l'on peut séjourner 2 ou 3 jours lorsqu'on est par exemple vagabond, autrement dit voyageur, et d'autre part, c'est également un lieu où l'on soigne les malades comme aujourd'hui. Dernier bâtiment sur lequel nous allons nous concentrer dans cette présentation, c'est le célèbre Béguinage de Bruges. Ce cloître, vous l'avez découvert en réalité au tout début de votre visite. Souvenez-vous du Minnewater, souvenez-vous des légendes que vous avez pu apprécier autour de ce lieu, souvenez-vous de ce cadre idyllique, notamment grâce à sa végétation, à son architecture et à la présence de nombreux animaux, notamment de cygnes. C'est une carte postale très romantique du lieu. Et en fait, sur ce cliché, vous voyez le cloître du Béguinage se dessiner, un cloître en briques se dessiner dans la partie gauche de ce cliché. À l'intérieur du cloître, j'espère que vous avez eu l'occasion de profiter du lieu, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs règles à respecter à l'intérieur de ce cloître, qui est toujours en activité aujourd'hui, donc qui accueille toujours des religieuses. Quand vous visitez ce cloître, vous devez notamment respecter le silence. Il y a un édifice religieux, vous avez une cour
végétale plantée de plusieurs arbres, et autour de cette cour, vous retrouvez des bâtiments assez solennels, assez sobres, des bâtiments blancs. Eh bien, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que jadis, et encore aujourd'hui d'ailleurs, ces bâtiments étaient utilisés pour recevoir des femmes qui décidaient justement de s'engager dans la vie religieuse, qui décidaient de consacrer leur vie à Dieu. Ainsi s'achève cette présentation vidéo du cours consacré à l'histoire de Bruges.